Donc, le rôle de la FIM, c'est d'organiser des réunions, de permettre aux professionnels de la maintenance de se rencontrer. Le deuxième rôle de la maintenance, c'est de faire la promotion de la sécurité, de façon à améliorer la santé et les conditions de travail. Et puis, on a une page AFIM Rhône-Alpes sur LinkedIn. On a cette méthode Securafim qu'on a mise au point de façon à rendre l'application de la norme ISO 60400 plus facile. C'est une méthode de management visuel qui permet de tout de suite savoir les organes à condamner pour sécuriser une intervention. Cette méthode repose sur quelques outils et une méthode particulière au-delà des outils. Donc, il y a les outils et l'accompagnement avec des prestataires de services qualifiés en la matière. Comme on l'a vu, on agit beaucoup en matière de sécurité. Donc là, ce matin, nous sommes avec Valérie Abdou qui va nous parler de la délégation de pouvoir et des conséquences au pénal pour les responsables de maintenance, responsables de production qui se trouvent confrontés à une situation grave, d'accident grave avec des conséquences de type handicap ou décès. Il faut savoir qu'en maintenance, la mortalité est 10 fois plus importante que dans les autres types d'activités. Voilà. Donc Valérie, écoute, je te laisse la parole pour nous exposer maintenant ces sujets. Parfait. Merci Didier, merci à tous de votre participation. N'hésitez pas à me dire si le son ou l'image n'est pas de qualité. Quelques mots de présentation pour le cabinet, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Nous intervenons effectivement dans la défense exclusive des intérêts des entreprises sur plusieurs axes, mais le point transverse est effectivement l'hygiène sécurité. On va travailler en droit de la sécurité sociale, on va travailler en droit pénal du travail, en droit du travail, pardon, droit de l'environnement. Ce sont toutes ces domaines et ces composantes qui font effectivement que le cabinet intervient à la fois pour les entreprises grands comptes, mais aussi des PME, ETI. La question qui se pose, c'est appliquer ce cadre-là au domaine de la maintenance. Alors, la maintenance, et je suis toujours dans le propos introductif, elle est particulière parce qu'elle participe à la pérennité de l'outil industriel. Mais elle est aussi particulière, et Didier l'évoquait, parce qu'elle va générer davantage de risques que les salariés postés sur la partie production. Alors, on l'explique de différentes façons, on peut l'expliquer de différentes manières, mais c'est une donnée qui est connue et au demeurant, ce n'est pas une fatalité, mais on voit bien que la tendance, elle n'est pas nécessairement à la réduction, elle est plus au constat de dire bien, il y a plus d'exposition à des agents cancérogènes, il y a plus de blessures involontaires, d'homicides, il y a plus d'exposition à des contraintes posturales qui sont effectivement propres à la maintenance. Alors, sur la notion de responsabilité pénale et la maintenance, toujours dans l'introduction, il est aussi une donnée à prendre en compte. Là, ce webinaire ne concerne que la responsabilité pénale, c'est-à-dire que la partie répressive, mais la maintenance est aussi sujette à des contentieux propres, que sont le contentieux faute inexcusable. On est sur un contentieux indemnitaire suite à un accident, une maladie professionnelle. Et très récemment, on a eu l'occasion d'avoir des dossiers sur le préjudice d'anxiété de salariés affectés à une opération de maintenance. Le cadre était relativement simple, c'était des collaborateurs exposés à des solvants dans le cadre d'une maintenance d'une machine, d'une presse en l'occurrence, et ils ont invoqué, donc on est sur un contentieux prud'homal, ils ont invoqué ce préjudice d'anxiété du fait de l'exposition à un agent pathogène. Donc on n'est pas dans la responsabilité pénale ou pas encore, parce qu'on aurait pu avoir une infraction pénale de mise en danger de la vie d'autrui, mais il faut avoir à l'esprit que la maintenance, un petit peu comme les autres, mais de façon plus grave, a les mêmes cadres contentieux que les opérateurs classiques. Donc je rappellerai qu'un collaborateur de maintenance, on va distinguer selon qu'il est en propre dans l'entreprise, on a une maintenance interne ou qu'on est sur une opération de maintenance externe. On va faire la part des choses nécessairement quant à l'organisation, et c'est surtout sur ce premier point que je souhaiterais insister. Sur les différents risques, indépendamment de l'organisation de la maintenance, sur les différents risques, j'ai repris une documentation qui les répertorie, qui sont, alors, à mon sens, exhaustifs, mais Didier, je te laisse prendre la parole si tu estimes qu'il y a d'autres risques. Il y a un risque de coactivité par rapport à la présence de différents personnels sur le même site, à la fois personnel de production, personnel de maintenance externe, co-contractant. Il y a un risque de concomitance de différentes interventions, c'est-à-dire soit différentes interventions de maintenance, soit différentes interventions, en ce sens qu'on va avoir une partie de production et en même temps
une partie de maintenance. Quand on est sur des chaînes importantes, vous avez des coupures de chaînes, bah, vous n'arrêtez pas 100% de la production, mais on est effectivement sur cette concomitance. Il y a un risque lié effectivement à la contribution de différents personnels à la même intervention. Est-ce qu'on est sur une direction commune? Est-ce que c'est le client, le propriétaire de l'équipement qui va manager les différentes entreprises? Vous avez enfin deux risques, les risques liés à l'interférence quant aux outils, à l'équipement pris en compte. Et enfin, le dernier risque, c'est la succession des interventions. À la fin et juste avant l'arrêt de la production, remise en route de production, fin de l'opération de maintenance. Donc, vous avez des phases de procédure qui vont se succéder. Voilà un petit peu les différents risques qui sont identifiés. Maintenant, comment on arrive à les identifier, ces différents risques quant à la prévention? Le point commun sur ces éléments-là, c'est l'anticipation, c'est la capacité d'anticipation et c'est la première obligation qui est celle de l'inspection commune. Selon les données moi, que j'ai analysées pour préparer ce webinaire, on peut même revenir un tout petit peu en amont de l'inspection commune d'un point de vue juridique, c'est la contractualisation du risque par la contractualisation de l'opération de maintenance, c'est-à-dire en phase amont et bien avant l'intervention de maintenance opérationnelle, on est sur la phase de l'établissement du cahier des charges. Et dans l'établissement du cahier des charges, on est dans la phase contractuelle. Quelles sont les attentes à la fois de l'entreprise donneuse d'ordre et à la fois de l'entreprise de maintenance, à la fois sur la répartition des rôles, sur la mise à disposition de l'équipement, sur les attentes en termes de certification. Voilà, Didier a rappelé effectivement sur les différentes normes ISO éventuellement. Eh bien, ce cahier des charges peut être un élément au terme duquel le donneur d'ordre va donner ses attentes en termes de prévention de sécurité, mais également au terme duquel l'entreprise de maintenance va donner son exigence. Moi, entreprise de maintenance, je souhaite qu'il y ait en amont un audit, par exemple des mesures d'empoussièrement sur la zone d'installation et je n'interviendrai pas tant que cet audit, un, n'aura pas été réalisé et deux, que je n'aurai pas eu communication des conclusions de l'audit. Bien, là, on est en phase amont. Je ne suis même pas dans la visite, je ne suis même pas dans l'inspection commune, je suis en phase amont. Alors, certains Et, d'entre vous, peut-être Valérie, juste, effectivement. Oui, ouais, Didier. je te coupe, ouais, je suis tout à fait en phase avec toi. Je voudrais juste élargir le cadre, puisque là, tu es dans une relation contractuelle de prestataire à entreprise utilisatrice. Mais quelque part, on est tous dans une relation client-fournisseur et Et vis-à-vis d'un voilà. salarié, on est exactement dans la même démarche, c'est-à-dire qu'un employeur, un responsable de maintenance, il est utilisateur d'un salarié à qui il va donner une consigne et donc il a un cahier des charges qu'on appelle l'ordre de travail, l'ordre de mission, dans lequel il doit décrire ses opérations et il doit y avoir aussi rencontre préalable pour aller voir le travail qui est à faire et l'environner et anticiper effectivement les actions en matière de prévention, en matière d'environnement, des risques qu'il peut y avoir en termes d'environnement technique avec les risques énergétiques qui représentent 50% des risques d'accidents, enfin des risques et puis des accidents. Hein, les gens oublient de couper le courant tout simplement Et sur de la consignation, ouais. voilà. Et puis, comme tu le disais, et la plupart des risques qui sont très difficiles à maîtriser, bah, c'est les risques humains et donc de coactivité. En matière d'externalisation, donc Oui, ça veut dire qu'il y a complètement. deux entreprises, je distingue la maintenance propre à l'entreprise, mais en matière d'externalisation, le premier point d'analyse pour moi, c'est quel est le contrat. Un Ouais. exemple très simple, si le premier contrat n'autorise pas la sous-traitance et que l'accident résulte d'une maintenance sous-traitée, je sais qu'il y a déjà un problème dans l'analyse des risques et donc dans la responsabilité, qu'elle soit civile ou pénale. Mais le premier document qui, moi, va être utile, c'est quel est le cadre? Est-ce que je suis dans un contrat? Est-ce que c'est un bon de commande? Est-ce qu'il y a eu des échanges en amont? Je ne suis toujours pas dans l'inspection commune. Donc, ce cadre-là, il est important. Maintenant, et j'ai parfaitement conscience que c'est un rapport commercial, que souvent les entreprises de maintenance sont des prestataires, j'allais dire comme des autres, mais peut-être un petit peu moins bien lotis, et qu'il est peut-être difficile d'aller négocier avec un donneur d'ordre pour être sur des attentes d'audit, de sécurité, de prévention. Ça, je peux parfaitement entendre. Néanmoins, il est une donnée aussi, c'est que si on nivelle vers le bas les exigences, notamment en termes de sécurité et de prévention, je pense qu'objectivement, on rend service à personne et pas du tout au donneur d'ordre, Ouais, qui, à minima, engage également sa responsabilité pénale. Dans le cadre de complètement. l'organisation de la prestation de maintenance, s'il va chercher le moins-disant d'un point de vue à la fois financier et de prévention, techniquement et juridiquement, il engage sa responsabilité. Je reprends donc juste sur cette phase amont qui est pour moi importante, c'est sur la contractualisation des risques. Cette phase-là, elle est intéressante.
et elle requiert aussi de distinguer dans quel cadre de maintenance on se place. Est-ce qu'on est sur une maintenance préventive, où là j'ai une échelle de temps qui peut donner lieu à une organisation et donc à un échange contractuel, à des négociations, à une inspection commune, ou à l'inverse, est-ce que je suis sur une maintenance suite à casse machine ou problème opérationnel à l'instant T, et donc je dois intervenir. Et donc c'est là effectivement dans les deux hypothèses, pour moi, le cadre contractuel doit donner cette sécurité pour l'intervention de maintenance. Parce que si je dois intervenir dans une opération de maintenance, parce que je suis appelé le matin pour le matin, parce que c'est aussi des fois comme ça que ça se passe, C'est ça, c'est les euh, dépannages, oui, tout à fait, les voilà, astreintes. voilà, sur les dépannages astreintes. Mais si ce dépannage et cette astreinte est prévu dans un cadre contractuel annuel, ben, j'ai déjà un cadre qui vient sécuriser. Donc, je sais que même s'il y a une urgence dans la sollicitation, il y a une anticipation de l'intervention. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Maintenant, effectivement, j'ai conscience que dans certaines situations, ben, ni cette contractualisation n'est possible, ni même l'inspection commune n'est possible. L'inspection commune, juste un point de détail sur les attentes d'un point de vue réglementaire, l'inspection commune, et Didier, tu l'évoquais, pour moi, elle ne peut se faire que physiquement. Oui, Ça paraît une évidence, mais c'est bien de le rappeler quand même. C'est-à-dire qu'il faut aller sur site pour constater les modalités d'intervention de votre collaborateur, de votre salarié sur l'opération de maintenance. Là aussi, se pose la donnée temporaire ou temporelle, selon le temps, le temps où vous êtes sollicité et le temps qu'on vous donne pour intervenir. Il est des hypothèses où vous n'avez pas le temps de réaliser cette inspection commune. Néanmoins, l'inspection commune doit permettre de prendre connaissance du document unique du donneur d'ordre, doit permettre de prendre connaissance des équipements mis à disposition par le donneur d'ordre. Et c'est là où, si c'est contractualisé, bah, de voir est-ce qu'il y a une conformité déjà sur l'équipement ou une non-conformité sur l'équipement qui va être mis à disposition. Si on vous met à disposition un chariot élévateur, Fenwick par exemple, bah, si vous avez contractualisé au tout début, que vous avez fait une cartographie des risques et que vous avez analysé que le chariot tel qu'il était mis à disposition n'était pas conforme, parce qu'en mauvais état ou parce qu'il n'avait pas de renouvellement d'entretien périodique, bah, ça, c'est une donnée qui est utile de relever dans le cadre de l'inspection commune. Il y a bon nombre d'opérations de maintenance qui vont se passer dans l'entreprise donneur d'ordre parce que l'équipement ne peut pas être extrait et donc il se fait chez le client avec l'équipement du client, avec le matériel du client. L'inspection commune, donc j'ai précisé, prise de connaissance du document unique du client, mais c'est aussi l'occasion de donner, de transmettre le document unique de l'entreprise de maintenance. ouais. Et l'inspection commune, c'est finalement la conjonction de ces deux documents uniques et peut-être d'autres, s'il y a d'autres entreprises qui vont intervenir, pour établir ce qui s'appelle le plan de prévention. En matière contentieuse, je n'ai pas de statistiques précises, mais on va dire très souvent, si ce n'est majoritairement, c'est soit le plan de prévention qui va être relevé comme incomplet, soit la formation du collaborateur. C'est les deux griefs principaux qui sont retenus pour engager la responsabilité pénale d'une personne morale. Si je reprends l'historique pour l'établissement du plan de prévention, bah, ce n'est pas un copier-coller, ça c'est évident. C'est-à-dire qu'on va le personnaliser par rapport à l'intervention sur la machine dans l'environnement de travail dédié de ce collaborateur-là pour ce client-là. Donc, ça ne peut pas être un plan de prévention copier-coller que vous allez avoir pour tous vos clients. Techniquement, ça ne peut pas être le même. Vous avez des jurisprudences sévères, mais à mon sens justes, qui condamnent l'employeur parce que le plan de prévention était trop générique et pas assez adapté à l'opération en cause. Mais le plan de prévention, et ça aussi c'est une donnée, il doit être antérieur à l'intervention, mais il doit être adapté à l'intervention et s'adapter à l'intervention. C'est-à-dire que lorsque vous avez une planification de prévention qui est prévue, vous devez systématiquement être en contact avec l'opérateur de maintenance ou le chef d'équipe de la maintenance pour que s'il y a une modification dans le process d'intervention, automatiquement ça remonte à la fois chez le client et à la fois chez vous pour qu'il y ait une modification du plan de prévention et une prise en compte effectivement, bah, soit d'un mode dégradé, soit d'une problématique d'équipement, de composition d'équipe. Vous avez, par exemple, prévu de faire intervenir 3 de vos collaborateurs en maintenance avec 3 salariés du client qui devaient, par exemple, conduire le chariot élévateur parce que vos collaborateurs n'ont pas le CACES, par exemple. Bah, dans ce cadre-là, si les salariés du client ne sont pas disponibles ou si celui qui a le CACES est absent, bah, le plan de prévention, il est obsolète finalement. Et Ouais, les complètement, ouais. modalités d'intervention, elles ne sont plus du tout les mêmes. Si c'est vos salariés qui doivent intervenir et conduire à CACES, se pose la question de est-ce qu'ils l'ont?
tout simplement. Donc, retenez ça. Je reprends Didier sur l'ordre. Ouais, Dans mais la c'est bien, mesure c'est du bien. possible, dans la mesure du possible, de contractualiser ces risques avec l'établissement du cahier des charges. Ce cahier des charges, c'est de la négociation à la fois avec le client, à la fois avec l'entreprise de maintenance. Donc, à voir soit sur le timing, soit sur effectivement la prise en compte de la prévention par le client, de ce qui est possible pour vous de négocier. Ce n'est pas un préalable obligatoire, mais c'est fortement recommandé. Là où c'est un préalable obligatoire, c'est l'inspection commune. Inspection commune qui est peut-être compliqué à gérer quand vous êtes sur une opération de maintenance d'astreinte ou d'urgence, mais qui doit à un moment donné prendre forme pour établir ce plan de prévention. Ce plan de prévention, il doit être un écrit, deux antérieur à l'opération et s'adapter aux modalités de l'intervention. Vous souhaitiez prendre la parole, Didier, peut-être sur ce Ouais, point-là, ouais, sur non, non, c'est le plan très de intéressant. prévention. En résumé, dit autrement, se retrouvent dans des situations juridiques catastrophiques des responsables de maintenance ou de production qui n'ont pas pris le temps de contractualiser, donc de passer tout simplement un bon de commande sur un devis qui leur a été fait. Voilà, et puis deux qui n'ont pas pris le temps non plus de faire ce plan de prévention en amont et qui lancent les opérations un petit peu trop rapidement, sans vérifier que le permis de conduire CACES de pompier ou d'habilitation électrique est toujours d'actualité. Et on a des gens qui ont peut-être eu des compétences, mais qui les ont plus officiellement. Et il y a peut-être des raisons à ça. Et quand on se retrouve avec un cas grave d'accident qui va en justice, la justice va pointer du doigt ces défaillances a priori administratives, mais qui reposent peut-être aussi sur des défaillances techniques, organisationnelles ou de moyens financiers, comme tu le disais, sur des histoires de moins 10 ans. Et on ne peut pas demander à quelqu'un de faire une opération parfaitement telle qu'elle devrait être faite dans les règles de l'art si on ne lui donne pas les moyens, et à commencer par les moyens financiers ou les moyens temporels de faire les choses. Quand on Alors, va trop vite, on va au pour casse-pipe. la, pour la justice, qu'elle soit civile ou pénale, très clairement, il n'y a aucune fatalité dans la survenance d'un accident. Voilà. Donc, je dis autrement, c'est-à-dire qu'il y a forcément une responsabilité. Elle est très rarement celle de la victime, notamment dans le cadre d'une responsabilité pénale. La faute de la victime n'est exonératoire que si elle est la cause exclusive de la survenance de l'accident. Donc, quand on dit exclusif, c'est exclusif de toute autre cause. Et quand on évoque soit une carence de formation, soit une insuffisance du plan de prévention, quel que soit le comportement de la victime, la responsabilité pénale de l'entreprise, elle est nécessairement reconnue. Alors, je continue ma méthode de cercle. Vous l'avez compris, donc on est parti sur la contractualisation, le PPS. Effectivement, donc là, on est sur l'organisation de la prévention et se pose enfin la question de la formation du collaborateur. Et là, on est sur un rapport contractuel, c'est-à-dire que c'est le contrat de travail qui porte l'obligation de l'employeur de former son collaborateur. La difficulté qui est celle pour l'employeur de maintenance, donc de son collaborateur, c'est de s'assurer des conditions dans lesquelles il va intervenir. On a eu des dossiers, par exemple, qu'il s'agisse de maladies professionnelles ou de contentieux de nature pénale, où la responsabilité civile et ou pénale de l'entreprise de maintenance a été retenue parce que l'employeur ne s'était pas assuré des conditions dans lesquelles son salarié était intervenu. On va parler d'exposition à l'amiante, donc il n'avait pas auparavant pris la précaution de savoir s'il y avait de l'amiante. Et dans sa défense et en toute transparence, l'entreprise de maintenance disait, mais le client ne le savait pas non plus. C'est-à-dire qu'on l'a su postérieurement. Donc, comment moi, employeur, je pouvais le savoir si le client n'était pas lui-même au courant? La juridiction a dit, c'était à vous, employeur, de faire le nécessaire en amont. Donc, cette formation du salarié, elle est nécessaire à la fois sur l'opération de maintenance, mais Didier l'évoquait éventuellement sur les équipements, sur les modalités de consignation, de vérification de consignation. Très souvent, la consignation, elle est le fait du client, du donneur d'ordre. C'est lui qui va maîtriser la chaîne de production. Et là, on en vient à la faute pénale. En matière pénale, effectivement, on va distinguer selon qu'on se place sur la personne morale ou personne physique, et selon qu'on se place en qualité d'auteur direct ou auteur indirect. Il faut avoir à l'esprit que la culpabilité, c'est-à-dire la responsabilité pénale d'une personne morale, est engagée en cas de faute de négligence, de maladresse ou d'imprudence. On parle de faute simple au pénal. Donc, vous l'aurez compris, une insuffisance d'un plan de prévention est une faute de négligence, très clairement. Une insuffisance, voire carrément une absence d'inspection commune, il n'y a même pas à chercher plus loin, c'est une faute de négligence de la personne morale. La personne morale, telle qu'on la voit maintenant, comment on la définit? Est-ce que c'est le client ou est-ce que c'est l'entreprise de maintenance? Quand on est sur l'établissement d'un plan de prévention, c'est de la responsabilité du client quant à son édification.
C'est le client qui est responsable de la signature du plan de prévention. Par contre, l'entreprise de maintenance va être responsable de la diffusion du plan de prévention à ses collaborateurs. Et là, je peux avoir une responsabilité pénale parce que je n'ai pas transmis, soit en temps utile, soit l'actualisation du plan de prévention à mon équipe dédiée à la maintenance. Donc, on a à la fois la responsabilité quant à la rédaction, qui est propre au client, mais je vais aussi avoir la responsabilité pénale de l'entreprise de maintenance par rapport à la diffusion et à l'adaptation du plan de maintenance. Si on se rend compte que le plan de maintenance n'est plus adapté par rapport à l'opération en cause, en pratique et très souvent, on va être sur des responsabilités partagées à la fois du représentant de l'entreprise de maintenance qui n'a pas fait remonter l'information au client et du client qui n'a pas fait le nécessaire. Est-ce qu'on peut avoir une responsabilité pénale partagée? Oui, parce qu'on va être systématiquement sur des fautes distinctes et à l'égard du salarié, on va être une responsabilité employeur-salarié, si c'est votre salarié maintenance qui va être engagé, et une responsabilité tiers à l'égard du donneur d'ordre qui, lui, va être un tiers par rapport à la victime directe. Donc, on peut parfaitement envisager, effectivement, des chefs de poursuite différents sur une même situation accidentelle. Donc là, je suis sur la responsabilité pénale de la personne morale. Retenez qu'une faute de négligence, maladresse, imprudence est suffisante. Maintenant, et c'est peut-être aussi ce qui peut vous intéresser, sur la délégation de pouvoir. On parle de délégation de pouvoir. Attention, très souvent, on entend la délégation de pouvoir, c'est une cause d'exonération de responsabilité pénale. Oui, mais pour moi, je trouve que c'est réducteur parce que quand on s'exonère, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de responsabilité. Pour moi, je ne parle pas d'exonération, je parle de transfert de responsabilité pénale. C'est-à-dire que le représentant de la personne morale, donc, qui est une personne physique, est responsable pénal en cas de faute, faute grave, faute caractérisée, violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité. C'est-à-dire que je peux avoir dans une même action répressive le ministère public, c'est-à-dire le parquet, qui va chercher la responsabilité de la société, personne morale, pour une faute de négligence, et la responsabilité du représentant, personne physique, pour une violation manifestement délibérée. Un exemple très simple, s'il est démontré que le représentant, personne physique, Monsieur Dupont, peu importe pour donner un nom, était au courant de l'absence de plan de prévention et qu'il a malgré tout donné instruction à son équipe d'aller intervenir, il commet une violation manifestement délibérée, en ce sens que c'est en connaissance de l'absence du plan de prévention qu'il a malgré tout donné instruction à son équipe d'intervenir. Donc, quand on est sur une faute caractérisée ou une violation manifestement délibérée, on vise l'auteur indirect, c'est-à-dire on n'est pas sur la personne qui a remis en route la machine. Je reviendrai après sur l'opérateur de maintenance, mais on est sur l'auteur indirect. Et donc, c'est cet auteur indirect qui peut déléguer ses pouvoirs. La délégation, elle obéit à 3 conditions, 3 critères, autorité, moyens et compétences. C'est-à-dire que le transfert de responsabilité pénale du représentant de la personne morale ne peut se faire et ne peut être efficient que si le délégataire dispose de l'autorité, des moyens et des compétences. Très simplement, on a eu des jurisprudences qui posent question, parce que c'est malgré tout une pratique, de savoir est-ce qu'un délégataire dispose de compétences appréciées par son employeur, appréciées au sens est-ce qu'on peut les quantifier, lorsque la délégation est signée à date d'embauche. On a eu des jurisprudences dans lesquelles, effectivement, la délégation de pouvoir avait été remise en cause par le parquet au motif que l'employeur, au moment de l'embauche, et donc au moment où il a signé cette délégation avec son délégataire, n'était pas clairement en capacité d'apprécier les compétences du délégataire. Et donc, le délégataire, ne portant pas la délégation, la responsabilité pénale est remontée au niveau supérieur. Ça, vous l'avez compris. Donc, c'est une vraie question de dire, oui, il y a des délégations dans l'entreprise, mais est-ce qu'elles sont efficientes? Ça, c'est la vraie question. En termes de moyens, de compétences et d'autorité, le délégataire, pour moi, c'est celui qui doit faire l'inspection commune. Alors, se pose la question de la disponibilité. On peut toujours trouver des prétextes, mais qui sont fondés. Mais si le délégataire veut vraiment disposer des moyens, de l'autorité et de la compétence, à minima, il faut qu'il ait l'information. Et pour qu'il dispose de cette information, il faut qu'il sache dans quelles conditions vont être affectés les opérateurs de maintenance. Donc, soit il a des relais efficients, alors sans nécessairement de subdélégation, mais soit il a des relais opérationnels efficients, soit c'est lui-même qui va effectivement, et c'est là où on revient sur cette contractualisation des rapports avec le client et l'entreprise de maintenance,
il y a une contractualisation avec un cahier des charges, cahier des risques, une cartographie des risques, pardon, eh bien, à mon sens, c'est le délégataire qui doit gérer cette partie-là. Il ne peut pas Ouais, y avoir, à mon sens, de délégation efficiente si le délégataire n'a jamais mis les pieds chez le client pour voir l'environnement de travail. Alors, les subdélégations ne sont autorisées que si la délégation principale l'autorise. Donc là aussi, c'est de l'organisation de la responsabilité pénale en interne, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des schémas où effectivement, dans l'entreprise, ben, le patron, si on l'appelle comme ça, ne veut pas déléguer ses pouvoirs parce qu'il veut tout savoir. OK, mais en contentieux correctionnel, à la barre, il ne pourra pas dire ben, j'étais pas présent, j'étais pas au courant, je ne savais pas. Ça, c'est pas exonératoire de culpabilité. Et la juridiction lui dira, mais c'était à vous de vous organiser, c'était à vous de voir et de comprendre que la prévention, c'est pas dans un bureau, c'est sur le terrain, et donc de déléguer soit un responsable d'encadrement, mais qui est au contact des équipes et des clients. Je vois qu'il y avait une question, je me permets de la prendre, Didier, ouais, si c'est vas-y, possible. vas-y. Est-ce qu'il y a une responsabilité du service achat qui autorise des interventions sans contrat et sans plan de prévention? Donc, ça fait référence au premier point. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par responsabilité, mais en tout cas, il n'y aura pas de responsabilité autonome, ni pénale, ni sur le plan civil. Par contre, effectivement, en interne, c'est une question qui doit se poser en termes de process, mais on ne pourra pas engager la responsabilité personnelle de l'acheteur qui aura autorisé une intervention sans contrat. Donc, je ne sais pas si c'était le sens de votre question. Par contre, c'est une responsabilité interne, éventuellement, le cas échéant disciplinaire. Si c'était un cadre qui était exigé, le service achat n'en a pas tenu compte. Là, on est plutôt sur sur le droit du travail. Je reviens sur cette notion de délégation. La question se pose de savoir, est-ce qu'une entreprise de maintenance peut, comment dire, transférer sa culpabilité pénale au client? Ou est-ce que, à l'inverse, la délégation reste propre à l'entreprise de maintenance? Il faut avoir à l'esprit que la délégation de pouvoir est portée par le contrat de travail. C'est-à-dire que dans l'entreprise de maintenance, vous avez une chaîne hiérarchique ou opérationnelle qui va porter une délégation, mais cette délégation de pouvoir n'est en aucune façon transmissible à un tiers au contrat. C'est-à-dire que lorsque vous avez une opération de maintenance qui va avoir lieu chez le client, ce n'est pas parce que chez le client, l'opération de maintenance est managée, je mets les guillemets, managée par un salarié du client, qu'automatiquement, vous, en qualité de chef d'équipe maintenance, si vous portez la délégation, vous n'êtes plus responsable sur le plan pénal. Votre délégation de pouvoir n'est pas transmise. Donc ça, c'est intéressant quand on reprend l'encadrement des opérations de maintenance et l'autonomie des collaborateurs de maintenance. Soit effectivement, on est sur un encadrement propre à la maintenance, c'est-à-dire que l'entreprise de maintenance va mettre à disposition à la fois l'équipe de maintenance, c'est-à-dire opérationnelle, mais l'encadrement de l'équipe de maintenance. Mais on est aussi dans des hypothèses où vous allez avoir les opérateurs de maintenance qui sont managés par le client. Et ça peut arriver effectivement. On a eu des dossiers comme ça, où, soit pour des problématiques de sous-effectifs ou de connaissance de la machine, eh ben, Ouais, il était connaissance des... Ouais, c'est connaissance de la machine souvent qui est, on va dire, c'est qui le bon sens prédomine. industriel, mais voilà, qui prédomine. Ouais, Mais ce bon sens industriel, des fois, il a ses limites. C'est-à-dire que la délégation, elle ne sera pas transmise et elle sera malgré tout efficiente, même si ce n'est pas le délégataire de l'entreprise de maintenance qui assurait l'encadrement. Voire même, ça peut être perçu comme une faille de l'autorité par rapport effectivement au fait que vous dépêchez des opérateurs de maintenance, mais il n'y a personne de votre propre entreprise qui va aller les encadrer. Donc ça, c'est un point effectivement de faire de la maintenance, c'est une chose. D'assurer l'encadrement de la maintenance, c'est à mon sens sur ça aussi que repose la prévention et l'organisation de la délégation, soit par le délégataire lui-même, soit par l'encadrement qu'il va mettre à disposition. Mais c'est intéressant d'avoir à l'esprit que pour moi, ce n'est pas qu'une opération de maintenance qu'il faut prendre en compte, c'est aussi tout l'encadrement. Et on en revient à cette notion d'encadrement. Si l'encadrement n'a pas accès au plan de prévention, il y a un problème. Si l'encadrement se rend compte que le plan de prévention qu'on lui a soumis n'est pas adapté à l'opération en cause, soit par rapport à la configuration d'espace, soit par rapport aux équipements mis à disposition, eh bien, c'est de sa responsabilité de faire remonter la formation, le cas échéant au délégataire, pour qu'on arrête tout de suite l'intervention, qu'on revoie le plan de prévention, qu'il y ait urgence ou pas à la rigueur. On parle de vie humaine, qu'il y ait urgence ou pas à la rigueur, contrat commercial, il y a quand même une réalité, c'est que s'il y a un accident, ça ne sera pas une cause d'exonération. L'absence d'encadrement de l'entreprise de maintenance sur site client
n'est pas une cause d'exonération, n'est pas une cause d'inapplication de la délégation de pouvoir. C'est important de le dire et de l'avoir à l'esprit. Je souhaiterais me diriger, si ça vous va, Didier, vers la conclusion, mais Ouais, sur un ouais, point ouais, ouais, sur, tout à fait. sur les consignations, parce que ça, c'est... Alors, j'ai évoqué les causes d'accident, carence de prévention, quant au plan de prévention, carence de formation. Maintenant, d'un point de vue opérationnel propre, on est soit sur des expositions à des agents chimiques qui n'ont pas été visés, dont les fiches de données sécurité n'ont pas été transmises. Ça renvoie un petit peu au plan de prévention, mais ça reste des données. Et sur des problématiques, on va dire, accidentogènes, et non pas d'exposition pathogène, mais accidentogènes, peut-être 90%, c'est des problématiques de consignation, qu'elles soient hydrauliques, mécaniques ou électriques. On est sur des problématiques de consignation. Qui gère la consignation dans le cadre d'une opération de maintenance? Qui gère les clés de consignation? Qui gère l'armoire de consignation? Qui gère finalement la signature du bon d'intervention? Ça s'organise et lorsqu'il y a un problème, on essaie de remonter effectivement. En pratique, c'est jamais la faute de l'opérateur. Enfin, jamais, en tout cas, moi, je n'ai eu des dossiers dans les cadres duquel la culpabilité pénale de l'opérateur a été retenue. On a eu des dossiers dans lesquels, par exemple, vous aviez une équipe d'opérateurs qui intervenait sur une machine. Il y avait 3 opérateurs et un opérateur était resté dans la machine pour continuer son opération de maintenance. Les 2 autres étaient sortis de la machine et avaient cru entendre leurs collègues donner l'instruction de dire de faire repartir la machine. Donc, ils avaient déconsigné la machine et remis la machine en route alors que le collaborateur était toujours dans la machine. Il n'avait pas du tout donné l'instruction de faire repartir la machine. Vous en doutez. La question s'était posée de est-ce que l'opérateur qui a remis en route, lui, à titre personnel, est-ce qu'il peut voir sa culpabilité pénale engagée? Il avait été poursuivi par le parquet. On était à Strasbourg. Le parquet l'avait poursuivi en qualité d'auteur direct. Mais on avait pu démontrer qu'il n'y avait pas eu de sa part d'intention, c'est-à-dire qu'il n'avait pas eu connaissance du risque dans lequel se trouvait son collègue. Très clairement, on était en présence d'un problème de prévention et le parquet avait plutôt essayé de chercher la responsabilité pénale de l'entreprise pour des problématiques indemnitaires. Ça, il faut aussi l'avoir à l'esprit, que la responsabilité pénale permet après, dans un deuxième temps, d'avoir un responsable solvable. Et clairement, on n'était pas dans un agissement volontaire, intentionnel de l'opérateur de maintenance. Donc, c'est pour ça que ça m'autorise à dire, c'est très rarement l'opérateur de maintenance qui va être poursuivi en qualité d'auteur direct. Maintenant, on peut aussi avoir une problématique sur la responsabilité en termes de consignation. Si vous avez cette fois-ci identifié le collaborateur qui devait, avant de déconsigner une machine, faire différentes vérifications, l'absence de ces vérifications sera une faute pénale. C'est-à-dire, ce n'est pas celui qui va nécessairement mettre en route la machine qui engagera sa responsabilité, c'est celui qui n'a pas vérifié les conditions de déconsignation de l'équipement. Ça, c'est un vrai sujet parce que bah, c'est un petit peu de la formation, c'est un petit Complètement. peu de la compétence et aussi, à un moment donné, de l'autorité par rapport au client. Et c'est là où je parle de l'encadrement, parce que quand on a un client qui fait le forcing pour remettre en route la production et que vous n'avez pas d'encadrement de maintenance qui dit au client, bah non, là, on ne remet pas en route parce que la consignation, la déconsignation n'est pas sécure, il faut à un moment donné quelqu'un qui n'ait pas le statut juste d'opérateur, mais qui a un niveau peut-être d'encadrement pour pouvoir tenir tête au client. Et à l'inverse, si vous avez un salarié de la maintenance ouvrier, bah, il va être dans une confrontation, on va dire, hiérarchique, même si on n'est pas dans la même entreprise, mais il va faire ce qu'on lui demande. De remettre en route et de déconsigner, eh ben, ça va mettre en exergue la faille de maintenance quant à la prévention. Donc, sur les modalités de consignation, de détention des clés de l'armoire, euh, comment dire, oui, de gestion de la consignation d'une part et de déconsignation, c'est un point contentieux qui est important de rappeler également. Et qui retombe en termes de responsabilité sur celui qui organise l'intervention, la consignation, la Et déconsignation. l'entreprise de maintenance Et, et, a continué. et ce que tu disais tout à l'heure au début, c'est qu'effectivement, il y a des points critiques qui sont justement les arrêts, les mises à l'arrêt et les mises au redémarrage ou les essais redémarrage ou les essais recherche de panne qui sont des instants critiques où on ne peut pas être complètement sécure, où on est dans une phase intermédiaire extrêmement difficile à maîtriser en matière de risque et d'accident.
Donc, il faut des compétences techniques, organisationnelles, il faut des moyens techniques. Donc, ça relève de la compétence de l'encadrement et pas de l'opérateur de terrain. Juste pour resynthétiser mon propos et que ce soit clair pour tout le monde, la délégation, et c'est important de l'avoir à l'esprit, une fois qu'on a compris ça, on comprend à quoi sert la délégation. Pour moi, ce n'est pas une exonération, mais c'est un transfert de Ouais, responsabilité pénale. Et ce transfert de responsabilité pénale doit se faire de façon efficiente, c'est-à-dire que si vous avez une délégation, alors je vous invite, hein, c'est ce que je vous ai dit sur le webinaire que j'ai fait avec Préventica, où c'est vraiment la délégation sur le droit pénal général, mais si cette délégation ne tient pas la route, bah, finalement, tout le monde est perdant. Parce que, un, oui, il y oui. aura eu blessure ou homicide parce que la prévention n'était pas efficiente, parce que la personne n'avait pas ni moyens ni compétences. Et deux, le représentant de la personne morale, c'est-à-dire le patron, bah, verra sa responsabilité pénale engagée. Donc, il faut voir, un, c'est un transfert de responsabilité pénale. Deux, c'est justement pour assurer l'efficience de la prévention. Cette efficience de la prévention, c'est les différentes phases que j'ai évoquées. On peut l'envisager dès la phase de contractualisation de la prestation de maintenance avec ce cahier des charges, cet échange en amont sur les opérations de maintenance programmées. C'est en toutes circonstances l'inspection commune qui va permettre d'analyser les documents uniques, les différents risques d'interférence, de coactivité, de mise à disposition des équipements, de l'environnement de travail, de l'état de la machine, des habilitations requises. Et enfin, c'est à la fois l'établissement du PPS, sa mise à jour, ça c'est très important. Dernier point, je terminerai sur ça, parce qu'on a eu un dossier récemment sur ça. Tu évoquais, Didier, sur les remises en production. On avait eu un cas d'une industrie chimique qui avait fait appel à une entreprise de maintenance pour changer des canalisations, des tuyaux de canalisation par rapport à l'alimentation de cuves. Donc, ils étaient intervenus, il y avait une consignation, ils avaient mis des tampons, ils avaient coupé, ils intervenaient sur les tuyaux. La question n'était pas sur une remise en production du flux descendant, puisqu'il y avait une consignation. La question qui s'était posée, c'était que le produit qui était dans une cuve, mais en aval du dispositif, était en train de figer. Et donc, on n'était pas en remise en production, au sens opérationnel, mais on était en remise en action d'un système de mélangeur, pardon, pour que le produit ne fiche pas. Donc, on n'est pas sur de la mise en production, mais on est quand même sur une intervention connexe sur la même ligne. Et ce qui s'est passé malheureusement, bah, comme il y avait un tampon sur une partie de l'alimentation, le produit n'est pas descendu par là, puisque c'était fermé, mais le produit est remonté. Et là, il n'y avait pas de tampon sur la remontée, puisque personne ne pensait que le produit pouvait remonter. Effectivement, là, on parle d'acide et des opérateurs de maintenance qui ont été gravement blessés. Donc, quand on parle de remise en production, il faut la voir, il faut le comprendre, à mon sens, au sens large. On n'est pas que sur la production, mais pour moi, on est sur la remise en fonctionnement de toute la chaîne sur laquelle potentiellement la maintenance peut avoir une intervention. On peut parler des fois d'équipements de plusieurs dizaines de mètres, de plusieurs Ouais, centaines ouais. de mètres. En Centaines de l'occurrence, mètres, oui, c'était mais ça. complètement. Oui. Et entre l'endroit où les opérateurs vont intervenir et l'endroit où on va remettre en route quelque chose, la question se pose effectivement du plan de l'installation. Donc, le plan de l'installation, il est à étudier dans le PPS aussi, dans l'inspection commune. C'est-à-dire que l'inspection commune ne se limite pas, et c'est ça aussi, je termine sur cette idée, la prévention ne se limite pas à la seule opération de maintenance, mais doit intégrer l'ensemble des composantes du site client. Certes, l'entreprise de maintenance ne peut pas tout savoir chez le client, mais s'il y a un accident, c'est ce que j'évoquais, pour la juridiction, il n'y aura jamais de fatalité, elle ira toujours chercher une responsabilité à la fois celle de la maintenance et à la fois celle du client, mais les deux ne seront pas, c'est pas alternatif. On pourra parfaitement envisager un cumul de responsabilités pénales. D'où l'intérêt d'encourager, et c'était le sens de ton propos préliminaire sur toute la partie prévention avec la FIM, la prévention en matière de maintenance. Oui, oui, comme tu le dis, on doit gérer notamment, bah, tu parlais d'énergie là qui remonte, et effectivement la méthode Securafim permet de cadrer un petit peu les interventions, et on pense, comme tu l'as dit, toujours aux risques liés au process qu'on maîtrise, mais il y a toutes ces énergies environnantes du process, et donc on peut très bien avoir une pluie qui survienne importante et une remontée d'eau dans le système, et donc ça aussi, il faut l'imaginer. Et aujourd'hui, c'est vrai que la prévention des risques est un métier et que les gens en maintenance y sont plutôt préparés. Donc la méthode Securafim est là pour les accompagner à mieux maîtriser les situations accidentogènes que l'on peut rencontrer sur des interventions a priori simples, a priori maîtrisées,
mais il y a toujours des surprises et c'est important Il y avait de s'en prémunir. une question, n'hésitez pas avant la fin du webinaire si vous avez quelques questions à poser. Une question sur les entreprises qui font intervenir des intérimaires dans une opération de maintenance. Alors, sur les intérimaires, il y a un statut particulier, c'est qu'on est sur une population qui va être affectée à des postes à risque. En majorité, postes à risque, parce qu'on va être sur des équipements dangereux ou des modalités d'intervention dangereuses. Et qui dit intérimaire affecté à un poste à risque dit formation renforcée. Cette formation renforcée, elle sera de la responsabilité de l'entreprise utilisatrice. Donc, si je comprends votre question, bah, ça serait l'entreprise de maintenance qui aurait à sa charge, pardon, d'assurer cette formation renforcée. Donc, indépendamment de la prévention de l'intervention, il y a une couche supplémentaire qui concerne la formation particulière du collaborateur. La formation particulière du collaborateur ne se limite pas à la seule communication du PPS Ouais, en complètement. prévention. Euh, Très clairement. Donc, cette formation renforcée, elle est fonction du risque encouru, à voir si effectivement il a des habilitations, qu'elles soient électriques, qu'elles soient pour le travail en hauteur, mais elle est aussi en fonction des équipements collectifs et individuels de prévention. Alors, la question portait aussi tout à fait sur la notion de travail en régie, qui normalement n'a pas lieu d'être, puisqu'on est sur une délégation transférée à un tiers et on ne peut pas hiérarchiquement donner des consignes, des directives à un salarié qui ne fait pas partie de notre organisation professionnelle. Hmm. Est-ce que tu peux préciser un petit peu? Parce que le travail en régie a eu et existé en maintenance et quelque chose à bannir et en tout cas à ne surtout pas contractualiser, si je dis pas de bêtises. Oui. Oui, oui, non, non. Il vaut mieux des fois privilégier peut-être une sous-traitance de maintenance Ouais. qu'un travail en régie, parce que la sous-traitance de maintenance, vous avez un cadre contractuel qui permet de limiter effectivement l'intervention. Il y a une... Et d'expérience, quand il y a eu des soucis, le travail en régie, le salarié qui était en régie s'est trouvé devoir être embauché par celui qui lui donnait les consignes. Oui. Alors, c'est peut-être la transition, effectivement. On a une question qui était de dire, lorsqu'effectivement les salariés de maintenance sont pilotés par le client, est-ce que c'est un délit de marchandage? Et précision en termes de responsabilité. Alors, on n'est pas vraiment sur ce genre d'infraction de délit de marchandage parce qu'on n'est pas sur une embauche détournée. On est plus sur du management. Ouais. Donc, on n'est plus sur ce cadre-là. Et pour moi, mon propos, c'était plus de dire sur la transmission des directives et des consignes d'intervention qui emporte la responsabilité lorsque l'entreprise de maintenance n'est pas représentée par un personnel encadrant. Ça ne remet pas en cause le lien de subordination entre la maintenance, les opérateurs de maintenance et l'entreprise d'origine, mais on est plus effectivement euh, sur le management oui, et la directive, ne serait-ce que de dire bah, on fait ça comme ça et pas autrement. Donc ça, c'était plus sur ce point-là. Donc maintenant, en termes de responsabilité, pour moi, l'encadrement du client qui gère de la maintenance, cet encadrement-là serait le vecteur de responsabilité du client. C'est parce que c'est l'encadrement du client qui va gérer la maintenance et qui n'aurait pas fait correctement que finalement le client ne pourra pas dire bah, moi, je n'étais pas au courant de ce qui se passait en matière de maintenance, je ne suis pas Ouais. responsable. Mais l'inverse est vrai. C'est-à-dire que si vous avez un encadrement qui vous est propre pour l'opération de maintenance, ça peut être une forme d'exonération du client s'il devait y avoir un accident en disant, mais attendez, nous, on avait tout fait. On avait fait l'inspection commune, le plan de prévention était fait. L'erreur ne résulte que d'une défaillance de l'encadrement. Donc, moi, client, je ne suis pas responsable pénal. Ça peut être effectivement une alternative en termes de défense. Oui, qui est légitime, hein. Je veux dire, les prestataires, justement, ils ont intérêt à avoir dans leurs équipes des encadrants sachants, compétents et avec des délégations pour lesquelles ils ont été formés à assumer ces délégations de façon à ce que les opérations se passent dans le meilleur des mondes et que tout le monde soit en parfaite sécurité et on est tous gagnants-gagnants, comme tu disais. Et l'idée, c'est de prévenir les accidents, tant pour les entreprises utilisatrices, donc les clients, que pour les prestataires, et qui est des techniciens, des opérationnels qui soient en capacité d'intervenir dans les meilleures conditions possibles. Et puis on a tout intérêt, parce qu'aujourd'hui, en maintenance, on le voit tous, la difficulté qu'on a à recruter, à trouver du personnel. Donc on a intérêt à le conserver et à le conserver en bonne santé
dans la joie de venir travailler dans des bonnes conditions qui ont été anticipées. Et c'est important, donc, pour ne pas se retrouver au pénal, c'est important d'anticiper commercialement, contractualiser les opérations, former ses salariés, établir effectivement des notions de délégation de pouvoir. Ce sont des documents. Comment on peut les caractériser, ces documents, Valérie? C'est un avenant au contrat, techniquement. C'est un élément contractuel entre Ouais, celui qui représente la structure et un de ses salariés. Donc, c'est un avenant. Nous, quand on est sollicité pour soit faire des audits, soit établir des délégations, la première question, c'est, un, est-ce que vous avez identifié le collaborateur qui peut porter la délégation, mais surtout, est-ce qu'il l'accepte? Parce que c'est ça la voilà. vraie question. Et Vous ne c'est pouvez ça, pas oui. imposer la délégation. La délégation n'est pas le fait de la fonction, elle est le fait d'éléments factuels, mais à minima, ces éléments, ils doivent être acceptés par le salarié. Pourquoi? Si le salarié, il pourrait y avoir une forme de délégation implicite du fait des fonctions. Des fois, c'est ce qu'on entend. Mais en contentieux, quand le salarié va être à la barre de la juridiction correctionnelle, il y a 99% de risques ou de chances qui disent, ah, mais moi, je n'avais pas la vraie autorité ou les moyens ou autre chose. Donc, déjà, quand on a des délégations écrites, des fois, c'est compliqué de les faire, de les rendre efficientes en juridiction, parce que la juridiction se rend compte que c'est un délégataire peut-être factice ou de paille. Alors, quand il n'y en a pas, c'est encore plus compliqué. Donc, physiquement, elle prend la forme d'un avenant, mais la vraie question, elle est sur l'échange du consentement. Mais une fois qu'on a l'échange du consentement, la vraie question, c'est dans les faits, est-ce que le salarié a vraiment autorité, moyens, compétences? Donc, est-ce qu'il va reporter systématiquement sur une prise de décision à son N+1? Si c'est le cas, ben, il n'y a pas de délégation. Est-ce qu'il va être limité sur un engagement financier, sur de la prévention, sur une opération de maintenance? La question est de dire quel est le montant. Est-ce que c'est un montant raisonnable? Est-ce qu'au-delà de ce montant raisonnable, il doit demander une autorisation ou est-ce que c'est juste une information? Ben, vous avez pour chacune de ces questions la réponse qui est de dire est-ce qu'il a l'autonomie finalement de porter cette délégation? Si systématiquement qu'il doit intervenir en termes de prévention sur l'opération de maintenance, il doit demander l'avis de son N+1 ou que son N+1 s'immisce dans son activité, la délégation ne tiendra pas. Ouais. Non, et pour vous donner un exemple, j'avais eu un dossier dans lequel le délégataire avait fait une attestation, donc on était en correctionnel, le délégataire avait fait une attestation pour dire ma délégation, elle tient. C'est-à-dire que lui-même disait, je l'ai signée et elle tient, parce que le parquet avait poursuivi le chef d'entreprise. Eh bien, la juridiction a dit non, même si le délégataire réitère son consentement à la délégation, dans les faits, cette délégation n'est pas efficace. Donc, c'est le patron qui doit être visé, qui doit être condamné. Ouais. Donc, on va au-delà du simple consentement. Euh, il y a cette logique-là. Dernier point pour terminer, parce que je vois que sur Ouais, on est arrivé. l'échéance, juste un Ouais, point, et c'est important. J'évoquais la délégation, c'est un transfert de culpabilité. OK? Mais si ce transfert a été réalisé, c'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance de culpabilité, attention, un sursis, par exemple, c'est valable 5 ans. Une peine d'emprisonnement avec sursis, c'est valable 5 ans. C'est-à-dire que quand votre délégataire a été condamné, soit à titre perso, soit sur une activité professionnelle, ça doit remonter au niveau de la direction pour dire, bah, on doit maintenant protéger notre délégataire parce que s'il y a un autre problème, peut-être que demain, c'est du ferme. Peut-être que demain, c'est une peine d'amende importante qu'il va devoir payer. Donc, ayez à l'esprit aussi qu'une délégation n'est pas figée dans le temps et que s'il y a une condamnation, vous devez avoir dans votre organisation la capacité de, éventuellement, bah, j'allais dire changer de fusible, mais en tout cas changer de collaborateur pour limiter le risque sur une seule et même personne. ouais. Donc, faire tous ces documents, toutes ces situations qu'on a vues, ça permet d'éviter l'accident et ça limite aussi le risque au pénal. Après, si ces documents ont été bien faits et bien utilisés, ça protège aussi celui qui se trouve confronté à du pénal. Et il est donc plus facile à défendre pour toi que si les documents n'ont pas été faits ou mal Il y a aucune faits défense avec la mauvaise facile. intention. Il n'y a aucune défense facile, mais il y en a qui sont plus durs que d'autres, effectivement. Quand on n'a aucun élément d'organisation, on sait que le dossier il est perdu. Et donc, finalement, bah, après, c'est en cascade, parce que s'il y a une reconnaissance de culpabilité pénale, derrière, il y aura des dommages-intérêts, derrière, il y aura une responsabilité financière. Donc, finalement, et c'est ce que tu as dit, et au milieu, il y a une personne qui a été
gravement blessé, voire tué. Donc, on est aussi dans un aspect humain, voire médiatique, qui peut poser aussi des difficultés sur le process. On peut aussi avoir même une incidence commerciale qui est de dire, et c'est le client qui va jouer un double jeu, peut-être qu'il a été moins disant sur l'aspect financier, mais s'il y a un accident, et derrière, il va dire, bah, on ne travaillera plus avec vous parce que vous n'êtes pas capable Ouais, de maintenir un niveau de commercial. prévention. Donc, le cercle vicieux, il est fermé Ouais, sur l'opération de maintenance. Ce qui, pour moi, doit permettre aux entreprises de maintenance, indépendamment de leur taille, de pouvoir être exigeants. Aujourd'hui, la prévention, elle est maîtrisée par les grands comptes aussi, même s'ils ont leur service achat, mais ils ont aussi des indicateurs et des engagements en termes de prévention, que c'est utile des fois de leur rappeler, même si c'est sur une opération de maintenance d'urgence. Merci Didier eh ben, écoute, merci à pour toi, cette Valérie, pour coordination. tout. N'hésitez pas, vous avez les coordonnées du cabinet. Je reste à votre disposition pour prolonger l'échange le cas échéant. On travaille régulièrement avec la FIM et notamment Didier. On a eu l'occasion voilà, de se recommander des clients. J'avais une PME qui m'avait sollicité sur un accident très grave au pénal. Et Ouais, par l'intermédiaire de Didier, ils ont pu revoir tout leur process de prévention et même de management, si j'ai bien compris aussi avec, euh, ouais, avec, com- avec complè- le conseil. Donc voilà, donc c'est une collaboration qui a des synergies, à mon sens, intéressantes à explorer. on a établi effectivement des procédures de consignation comme celles qu'on voit à l'écran, et puis on a refait aussi leur DUERP, et ça c'est un outil de prévention très important. Donc on a pu parler, faire effectivement des plans de prévention, de l'habilitation des compagnons qui travaillent pour les responsabiliser et leur donner les moyens d'intervenir. Donc ouais, ouais, tout à fait. Ok, Merci et à ben tous. merci Valérie. Merci Merci à Didier. Merci à tous. tous de votre présence et au plaisir.